Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Think Holistic. J'espère que vous vous portez bien et que vous êtes prêts aujourd'hui pour cette vidéo qui sera consacrée aux pensées limitantes et en fait au fonctionnement de notre intellect, de nos fonctions cognitives de façon générale. Pour faire un petit récap par rapport à la vidéo précédente sur les influences occultes, il va de soi que dans un premier temps, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de tout cela, qu'il y a des choses de toute façon qu'on ne comprend pas, et qui existent, et que le monde invisible, en fait, quand j'entends monde invisible, j'entends beaucoup de choses, et justement, on va en parler aujourd'hui dans le cadre des pensées, des croyances et du mécanisme de conception, mais si on part du principe que ça touche à l'inconscient, l'inconscient, c'est vaste, en fait. On pourrait même parler des inconscients. Notre inconscient personnel, l'inconscient familial, l'inconscient collectif, si on a un groupe, et qu'on part du principe qu'il y a un esprit de groupe, l'inconscient d'un pays, l'inconscient de l'humanité, vous voyez? Donc, l'inconscient, c'est ce qui n'est pas accessible directement à la conscience. C'est ça, sa définition en soi. On peut jouer sur les mots et introduire une notion de subconscient, où le subconscient, c'est ce qui est sous la conscience, qui est plus facilement accessible, mais moins directement accessible que ce qu'il y a dans l'inconscient. On peut aussi jouer sur les mots et dire, mais en fait, non, l'inconscient, c'est ce qui est de toute façon inaccessible à la conscience et qui peut pas, qui peut seulement l'être par l'intermédiaire d'une certaine forme de thérapie qui s'appelle analyse et qui dure un certain nombre de temps. Mais de toute façon, ce contenu de l'inconscient, on n'y a jamais accès. Tout ça pour dire qu'en fait, vous voyez, la conception qu'on a du mot et ce qu'on entend, ça peut vraiment varier, quoi, en fait. Et justement, aujourd'hui, en parlant du mécanisme de l'intellect et des pensées, pour moi, l'idée, c'est d'introduire des notions qui vont nous permettre d'assouplir un peu tout ça. C'est un sujet qui est assez important. C'est vraiment même un sujet, pour moi, central. Comme vous l'avez compris à travers ces vidéos de ma chaîne Think Holistic, mon objectif, c'est d'avoir cette pensée holistique dans cet objectif global de prise de conscience qui est pour moi fondamental et qui nous permet d'avancer en tant qu'individu et qui dit avancer en tant qu'individu, d'avancer en tant que groupe. Ok ? Qu'il y ait des influences dans le monde invisible, bon, ben ça, de toute façon, il faut prendre ça en considération, mais il faut aussi comprendre qu'il peut y avoir des influences, notamment au niveau de notre système de pensée et de nos croyances. Alors, comment tout cela fonctionne? Eh bien, on se bâtit, en fait, un système de croyances et un système de pensée. Parfois, ces pensées peuvent être dites limitantes, dans le sens où elles limitent nos capacités, notre mode de fonctionnement. De façon générale, ce sont des conceptions, donc des schémas qu'on s'est mis en tête et qui peuvent aussi parfois venir de notre environnement, en fait. Les pensées, elles sont aussi en lien avec nos émotions. Et c'est comme ça qu'on peut construire ce qu'on appelle des complexes idéo-affectifs qui sont basés sur une idée et un affect, donc des émotions qui sont en lien direct avec cette pensée, en fait. Tout ça peut se cristalliser et peut devenir quelque chose de difficile à vivre, de compliqué pour nous, en fait, et peut nous handicaper, en fait. Comme si, dans notre fonctionnement global, on avait des choses qui remontaient un peu à la surface tout le temps et qui nous empêchaient d'avancer. L'idée du travail d'analyse, d'auto-analyse plutôt, et donc de développement de la conscience, c'est d'assimiler petit à petit le contenu de l'inconscient à la conscience, et donc de défaire ces nœuds, en fait, qui créent ces complexes idéo-affectifs. Encore une fois, ils ne sont pas forcément complètement négatifs, ces complexes idéo-affectifs. Ce n'est pas forcément des choses mauvaises. C'est des choses qui sont structurantes, qui font partie du fonctionnement de notre psyché, et il faut les reconnaître, en fait. Il faut composer avec, et il faut aussi se dire que c'est pas parce qu'ils existent qu'on ne peut pas, justement, entre guillemets, les défaire ou les relativiser. En soi, d'ailleurs, le moi peut être considéré comme une forme de complexe. Voilà. Je fais bien la différence entre le complexe
en tant que notion, on va dire, du vocabulaire commun. Vous savez, on dira à quelqu'un, ah, ben, il a un complexe d'infériorité ou de supériorité, par exemple. Mais très souvent, il y a ces complexes-là qui reviennent. C'est vraiment un peu plus global. Mais cette notion commune, donc bah, oui, cette personne-là, on sent vraiment qu'elle a un complexe, voilà. C'est vrai quand même, ça touche cette notion-là. Mais on va essayer d'un petit peu d'élargir le champ, quoi. L'idée, c'est justement cela. C'est de prendre conscience de notre façon de penser. Donc là, on est à fond dans ce qu'on appelle la psychologie cognitive, c'est-à-dire notre façon d'utiliser d'utiliser les données en fait de notre environnement et la façon dont on les traite de façon générale, un peu comme un ordinateur. D'ailleurs, on peut dire que la façon dont on a développé l'outil informatique, quelque part, on l'a calqué sur des choses qui existent en fait dans le monde naturel. Voilà. Et un peu donc comme un ordinateur, en fait, on a des process, on a des programmes, on a une mémoire vive, une mémoire morte, ok. On a une capacité limitée de traitement, en fait, à l'instant T. Enfin, voilà, c'est un peu le fonctionnement de notre psychologie cognitive est un petit peu à l'image d'un ordinateur, ou plutôt vice-versa. L'ordinateur est un peu à l'image du fonctionnement de notre psyché cognitive, donc ce qui est en lien avec le traitement des informations, en fait. Ce traitement des informations, eh bien, il est extrêmement puissant et il peut aussi nous porter tort, en fait. Parce que parfois, on peut se fixer sur des pensées, se fixer sur des idées, et ça nous amène à faire des erreurs ou à être bloqué, en fait, dans notre processus d'évolution. Les croyances, c'est typiquement ça. C'est pour ça que c'est très problématique. C'est pour ça que c'est un sujet qui n'est pas facile à aborder. Parce que dès lors qu'on va toucher à certaines idées ou certaines croyances, eh bien, qu'est-ce qui va se passer, à votre avis? On va toucher à l'affect qu'il y a derrière. On va toucher aux réactions émotionnelles. Et parfois, ça peut être très fort, même très violent. Ça peut même entraîner des mécanismes de rejet. Vous savez, c'est cette idée des vérités, en fait, hein, ou des choses nouvelles qu'on va, dans un premier temps, ridiculiser, donc mécanisme de défense, rejeter, mécanisme de défense, et puis on va peut-être finalement les accepter. C'est un peu ça, en fait, parfois. Si c'est vraiment quelque chose qui déclenche en nous une réaction très vive et incontrôlable, eh bien c'est peut-être que ça touche justement un de nos complexes. Je vais vous parler aussi un petit peu d'une femme qui s'appelle Byron Katie, c'est une américaine, qui propose une méthodologie de travail, en fait, et qui est super intéressante. Et cette méthodologie de travail, elle est focalisée sur, justement, les pensées, et sur la déconstruction des pensées. Et à travers la déconstruction des pensées, en fait, on change notre perception de la réalité. C'est clairement ça, quoi. Et donc, il faut savoir que cette femme, Byron Katie, à travers son histoire, en fait, c'est intéressant de voir à quel point elle a vécu des choses difficiles qui l'a amenée à être dans un état dépressif, très avancé, très, très grave. Et c'est un moine bouddhiste, encore une fois, c'est pas possible, ces bouddhistes, ils sont partout. Non mais bon, c'est un moine bouddhiste qui l'a aidé, en fait, et qui, en gros, lui a donné une impulsion sur le fait que c'était ta pensée, en fait, qui te crée dans cet état-là. Donc ta façon de penser, donc tes idées, en fait, qui te mettent justement peut-être, qui alimentent en tout cas cet état-là. Je ne suis pas en train de dire que toutes les dépressions sont liées à ça. Mais en tout cas, chez elle, ça a été un déclic, en fait. Ça a été un déclic, et du coup, prise de conscience, et elle a complètement changé, en fait. Et du coup, maintenant, elle propose une méthodologie qui est basée sur l'analyse des pensées. Sur est-ce que cette pensée est vraie, complètement vraie, et si on inverse cette pensée, et quand on inverse cette pensée, qu'est-ce que ça évoque en fait chez nous? Donc là, on est clairement dans un travail de méditation, on est vraiment dans un travail de déconstruction de notre processus cognitif et de notre mécanisme de pensée et des émotions qui y sont derrière. Vous voyez le lien? Et là, on est à fond dans la pensée holistique. Et si en plus, dans cette déconstruction des pensées et des émotions qui y sont associées, vous ressentez des choses dans votre corps, waouh, là on est vraiment à fond dedans, quoi. D'ailleurs, souvent,
vous le sentez en fait, quand ça déclenche quelque chose chez vous, quand vous touchez du doigt une problématique centrale, vous sentez dans votre corps. Et c'est là qu'en fait on fait le lien corps-esprit et qu'en fait on comprend qu'on est vraiment une totalité, quoi. Et donc on ne peut pas isoler les choses, on est obligé de prendre en compte en fait ce schéma global. Par rapport à Byron Katie, vous noterez que, voilà, effectivement, moine bouddhiste, comme quoi les bouddhistes, les pratiquants, en tout cas du bouddhisme Hinayana, dit petit véhicule ou bouddhisme des anciens, qui est plus situé, qui est plus pratiqué en Asie du Sud-Est. Enfin, ça, c'est vraiment une différenciation qui a été faite à travers le bouddhisme tibétain. Bon, voilà. En tout cas, ce bouddhisme-là qui se focalise vraiment sur les enseignements de Bouddha et qui axe tout son travail sur la méditation pleine conscience, vipassana en fait. Bien, dans la vipassana, il y a de ça, quoi. Il y a vraiment ce travail de déconstruction des pensées. En fait complètement partie. Du coup, ça fait quoi? Ça fait que les bouddhistes, c'est vraiment nos spécialistes mondiaux de la méditation et des états mentaux, je veux dire, c'est même le courant du zen, du zazen, ça vient du bouddhisme, enfin, je veux dire, ils ont exploré à fond tout ça, et ils nous apportent des clés qui nous permettent de comprendre tout ce travail, en fait, de l'esprit et de l'intellect. Bien entendu, pour reprendre un petit peu des choses que j'ai déjà dit auparavant dans d'autres vidéos, je ne suis pas en train de dire que ça suffit. Mais ça fait partie de ce travail, ça fait partie d'une étape nécessaire. Après cette déconstruction des pensées, il faut qu'elle soit suivie d'actions concrètes et de réalisations dans le cadre du tissu social. Donc là, je reprends un petit peu le schéma holistique, c'est-à-dire le corps, les émotions, la pensée et l'intellect et la dimension sociale. Ok? Donc, tout ça pour dire que faut pas non plus se focaliser sur ça uniquement, mais il faut le faire en fait. Il faut le faire parce que ça va être une étape indispensable pour retrouver une souveraineté et pour améliorer notre conscience. Il faut apprendre donc à penser par soi-même. Parce que c'est ça en fait, le cœur du truc, c'est ça, c'est retrouver notre liberté de penser et oser déconstruire des idées que nous avons en fait. Parfois, les idées qu'on a, c'est aussi ce qu'on appelle des truismes culturels, c'est-à-dire des idées toutes faites, quoi, des préconceptions, on va dire, sur la réalité, sur des choses, sur la façon dont il faut vivre, sur l'au-delà, sur la religion, tout ça. On s'imprègne de ces idées, de ces pensées, parce que forcément notre cerveau et notre psyché se structurent aussi avec les éléments qu'on lui donne dans son environnement. Mais il faut qu'on ait conscience que donc ces idées, ces pensées, eh bien, c'est pas toujours les nôtres. C'est fou, mais c'est ça. Parfois, en fait, on pense avoir une idée, mais c'est pas forcément la nôtre. C'est peut-être parce qu'on l'a entendu, c'est peut-être parce qu'on l'a lu, vous voyez? Et quelque part, on est donc influençable à travers notre intellect et nos pensées et nos croyances. D'autant plus que, les pensées et les croyances, elles vont avoir un lien avec notre bien-être, nos émotions, notre implication sociale. Donc, c'est encore une fois, si on veut avoir une mainmise sur une personne, et donc la manipuler, c'est un outil indispensable. Et ça passe forcément par là. Et donc, vous comprenez qu'en prenant ce schéma-là, ce schéma corps, donc le corps, c'est vraiment tout ce qui est en lien avec la sécurité, le bien-être et le fait de se sentir dans un environnement sain. Donc ça passe par l'alimentation, mais pas que. Il y a les émotions, l'intellect et l'implication sociale. Vous comprenez qu'en fait, si j'isole quelqu'un, si je la mets en situation d'insécurité, si, en gros, je dérègle son deuxième circuit en lui faisant peur, en fait, et qu'en plus, je lui matraque la tête avec des idées et certaines pensées, là, en fait, vous reprogrammez les circuits de la personne, quoi. C'est un truc de fou, mais c'est ça, quoi.
Alors c'est une autre façon d'expliquer certains mécanismes qui sont connus. Ok? Et c'est là qu'on voit toute la puissance du truc, quoi, en fait. C'est là qu'on voit toute à la fois les capacités énormes que nous avons, mais également aussi certaines formes de fragilité, en fait, qui peuvent être en nous. Enfin, forme de fragilité. On va dire plutôt des failles, en fait, qu'on peut avoir et par lesquelles, en fait, on peut, sans s'en rendre compte, être manipulé, quoi. Alors, c'est pas forcément toujours mauvais en soi. Hein. Il n'y a pas forcément, comme j'ai expliqué dans ma vidéo sur la notion de pouvoir et d'influence du monde invisible, c'est pas forcément toujours des mauvaises choses sur le fond. Mais ça reste là, quoi. Et en tout cas, si on veut, nous, retrouver une forme de liberté d'émancipation, eh bien, il faut prendre ça en considération et voir à quel moment, du coup, j'ai mes circuits, entre guillemets, mes fonctionnements de base ont été un peu altérés, en fait. Alors, il y a toujours cette notion de libre arbitre, c'est-à-dire que quelque part, on est toujours aussi co-créateur, entre guillemets. Enfin, on donne notre autorisation quelque part. Je veux dire, on ne peut pas non plus complètement nous forcer. Mais il y a certains cas où voilà, l'histoire puis des études montrent que si vraiment voilà, on peut effectivement... alors, l'influence va prendre du temps, mais par les pensées et les idées, on peut manipuler quelqu'un, c'est clair, quoi. Ça, c'est évident. Donc, imaginez, en fait, le vrai pouvoir, il n'est pas tellement dans la démonstration de force brute, il est par les pensées, par les croyances et les idées, en fait. Et elles ne peuvent pas, comment dire, s'installer n'importe comment. Il va falloir déjà, entre guillemets, que ce soit assoupli, mais on peut y intégrer un nouveau programme, un nouveau logiciel et faire fonctionner, en fait, ce circuit intellectuel, cette dimension cognitive différemment. Et ça va avoir un impact sur la dimension sociale, quoi. Donc c'est pas non plus à complètement négliger et à prendre avec des pincettes. Parce que là, je suis en train d'expliquer un petit peu aussi comment, eh bien, au niveau de la dimension spirituelle, ce qu'on appelle des religions ont pu s'installer, et voilà. Comment aussi tous les phénomènes des sectes se mettent en place, etc. Et en parlant de ça, on peut élargir le champ, hein, c'est-à-dire pas se focaliser uniquement sur le côté uniquement religieux, quoi. Parce que psychologiquement parlant, comme j'ai expliqué dans d'autres vidéos, des mécanismes de fascination extrême, quoi, donc quasiment religieuse, sur certaines pensées politiques, psychologiquement, c'est pareil, en fait. C'est pareil, hein, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de dogme, il faut surtout pas y toucher, et il y a tout ce qui suit ce dogme, donc tout en une espèce de doctrine, en fait, et c'est pareil, il faut surtout pas y toucher, quoi. Vous voyez? Sinon, ça déclenche des réactions vives de mécanismes de défense, justement. Voilà. Émotionnels et compagnie. Alors, je vais faire une petite pause parce qu'il faut que je branche mon ordinateur. Hop. Alors, les pensées limitantes, on en a tous, en fait. On a tous des pensées limitantes, en tout cas, on en a tous eu. Les pensées limitantes, c'est un peu des croyances, en fait, hein, c'est-à-dire que c'est des constructions intellectuelles qu'on s'est faites voilà, dans notre vie, et voilà, ça peut être par exemple des pensées comme je suis nul, ou j'y arriverai jamais, ou je suis pas assez bon, bon, ça c'est des exemples très simples, mais voilà, c'est un peu l'idée, quoi, ok? La problématique, c'est qu'en fait, on n'en a pas forcément conscience de ces pensées, mais elles sont là, et bloquent notre mode de fonctionnement, en fait. C'est là qu'on voit justement à quel point les pensées ont un pouvoir, en fait, sur nous, structurant, qui peut être très très fort. Et ces pensées limitantes, parfois, on se les crée nous-mêmes, et parfois aussi, elles sont, en fait, entre guillemets, on nous les a implantées, excusez-moi le terme, mais en fait, on les a en nous, parce qu'on les a entendus, en fait. Donc là, je refais un parallèle avec la clairaudience. Entendu, enfin bref, vous savez, vraiment, c'est... Je referai une vidéo là-dessus, hein, vraiment spécifique sur la clairaudience et le lien avec le mental. Mais en fait, on a entendu ces choses, donc de notre environnement, hein, ça peut être
dans l'environnement scolaire, ou ça peut être par un de nos parents, voilà, qui, sans le vouloir, en fait, ont bloqué, en fait, une pensée, une croyance. Et souvent, ça a été donc cristallisé à travers un affect et des émotions, en fait. Voilà, donc, ça peut être lié, par exemple, à une frustration, une peur, ou des choses comme ça, en fait. Ok. D'ailleurs, en soi, une phobie, c'est en lien avec un peu avec un complexe, hein. C'est-à-dire que c'est pas tellement la peur, en fait, d'une certaine chose, c'est presque, en fait, l'idée, en fait, que cette chose suggère en nous quand on la voit, en fait. Et donc, du coup, les émotions qui en ressortent sont liées à cette idée, en fait. Vous voyez, c'est le mécanisme qui est un peu caché. Ça, on peut en prendre conscience, en fait, de ces pensées limitantes. On peut en prendre conscience par un travail d'auto-analyse, en fait. Il est tout à fait dans nos cordes, en fait, d'y arriver. On peut avoir parfois besoin d'un petit peu d'aide, d'un peu en soutien, comment dire, d'une façon limitée dans le temps, mais on peut y arriver par nous-mêmes, et même on devrait, en fait, y arriver par nous-mêmes. Et pourtant, vous savez, voilà, je suis praticien, je propose des accompagnements, mais l'idée, c'est que les gens retrouvent leur indépendance. Pour moi, c'est ça. C'est pas de créer une dépendance, en fait, hein, avec ça. Pas du tout, quoi. Pour moi, on n'a pas besoin d'analyse, en fait. On est tout à fait donc capable de le faire par nous-mêmes. On peut avoir besoin d'indications de temps en temps et d'astuces, peut-être. Mais l'essentiel du travail, de toute façon, il n'y a que nous qui puissions le faire, pour nous-mêmes, en fait. Ça, c'est clair. Il n'y a personne d'autre qui va pouvoir le faire à votre place. Alors le travail sur les pensées, il est fondamental, mais il n'est pas isolé du reste, en fait. C'est-à-dire qu'il va falloir l'accompagner de travail, d'actions concrètes, de voir aussi au niveau social. Enfin, on est encore toujours dans ce schéma holistique où il y a les pensées, les émotions, le corps et la dimension sociale. Et on ne peut pas complètement dissocier ça du reste, en fait. D'abord parce que nos pensées peuvent aussi venir de la dimension sociale et culturelle, et elles sont aussi alimentées par nos émotions, en fait. Quand on commence à prendre en considération tout ça, c'est quand même incroyable la capacité qu'on a en nous de... comment dire? De se reprogrammer, en fait. Et c'est ça qui fait qu'on est des êtres sensibles, intelligents. Et c'est aussi en allant dans ce sens de travail holistique qu'on va développer notre intelligence. Et l'intelligence, c'est pas uniquement la capacité de raisonnement, en fait. C'est un ensemble de choses. On pourrait dire qu'en fait, il y a plusieurs formes d'intelligence. Voilà, on peut dire ça comme ça. Et l'intellect en fait partie, mais elle n'est pas la seule. Parce que si elle est isolée du reste, en fait, elle va tourner en roue libre, quoi. En fait, hein, c'est typiquement le schéma ce qu'on appelle les sophismes. Hein, donc sophisme, ça vient des sophistes, donc les sages d'Athènes, 10 sages plutôt, hein, qui enseignaient des concepts comme ça, mais en fait des concepts complètement abstraits. Et le problème du sophisme, c'est c'est une construction intellectuelle, mais ça reste uniquement qu'une construction intellectuelle, en fait. Et ce que faisait Socrate, c'est qu'en fait, il leur posait des questions, donc avec sa dialectique, et en fait, à travers les questions qu'il posait, il déconstruisait leur construction mentale, quoi. Voilà. Enfin, il déconstruisait, c'était pas non plus, comment dire, c'était pas une attaque, hein, c'était juste des questions qu'il posait, quoi. C'est l'art de poser des questions, l'art de douter, en fait. Eh bien, travailler sur sa capacité à penser par soi-même, c'est se poser des questions, en fait, et se poser des bonnes questions. Et c'est aussi suivre ses perceptions extrasensorielles, c'est-à-dire pas uniquement, je parle pas de la vue, l'odorat ou de l'audition, mais ça en fait partie, ok. Mais pardon, les perceptions extrasensorielles, en fait, elles vont agir différemment, elles vont toucher à ce qui n'est pas sensible directement, ok, ce qui est extrasensible. Et il faut les suivre, en fait. Parce que c'est ça qui peut nous amener à altérer un peu notre jugement et notre pensée, en fait. Ok. C'est ça qui va nous amener à nous dire que, ouais, enfin, ce que tu dis là, moi, ça résonne pas en moi, quoi.
Et qui dit que ça résonne pas en moi, ça veut dire que justement, ben, peut-être que, en tout cas, c'est pas complètement vrai. Ou que c'est vrai sous condition. Mais ce qui revient à dire la même chose. Si c'est vrai sous condition, c'est pas complètement vrai alors. Vous voyez? Et donc c'est important en fait de suivre en fait ses instincts et ses ressentis en fait. C'est vraiment super important. Le penser par soi-même, il passe par là. Alors de là à dire que ça fait que ces, comment dire, que ces perceptions extrasensuelles font partie du processus cognitif, quelque part oui. Si on part du principe que la cognition c'est le traitement des informations et que je capte des informations à travers mes sensations, mes intuitions, voilà, mes perceptions en général, bah alors ça en fait partie des cognitions. Et donc du coup, bah, il faut que j'en tienne compte en fait, pour pouvoir avoir un, un jugement le plus complet possible, quoi. Et du coup relativiser certaines idées et certaines croyances. Et ça c'est vraiment fondamental. Et c'est ça qui va nous aider en fait sur ce chemin, c'est relativiser les pensées, les croyances, l'art de douter de façon positive, donc être sceptique dans le bon sens du terme, et suivre son ressenti, et aussi suivre les faits. Parce que ça aussi, ça peut vraiment contrer, entre guillemets, ou relativiser une pensée ou une idée, en fait. C'est qu'il faut la mettre, en fait, faut la confronter aux faits et à la réalité, quoi. Hein. C'est vraiment fondamental. Hein. Et en faisant tout ça, on peut se rendre compte à quel point eh bien, certaines idées, certaines pensées ne sont pas complètement vraies. Ou elles sont même carrément en décalage par rapport à la réalité. Donc là, on pourrait dire qu'elles sont même carrément fausses, quoi. Et donc, qui dit fausse dit bah, dangereuse. Mais le truc, c'est qu'en fait, on a été trop habitué à croire, en fait. Et c'est un peu lié à la religion. J'en parlerai dans ma vidéo sur la religion. Des vidéos qui ne vont pas être faciles à faire, mais bon, pour moi, c'est essentiel. Et on a été trop aussi habitué, ou plutôt, en fait, ça fait partie de notre culture, à croire qu'en fait, il faut penser constamment. Vous voyez, c'est vraiment l'hamster qui galope dans sa roue, quoi, hein, pour faire référence à un livre qui s'appelle Le Pensouilleur le hamster, écrit par un Québécois, très drôle d'ailleurs. Et ce mécanisme de pensée constant, c'est ça qui bouffe, qui bouffe beaucoup d'énergie, mais qui en plus, en fait, nous amène à nous tromper et à pas remettre en question les pensées, en fait. C'est dingue, hein, mais c'est ça. C'est en sortant des pensées, j'ai envie de dire, qu'on est capable de relativiser ses pensées. Et donc, on a tout le temps été habitué, vous voyez, à penser constamment. Eh bien, c'est par la méditation notamment qu'on va pouvoir y arriver, en fait, à sortir de ça. Qu'est-ce qu'on fait dans la pensée, comment dire, dans la méditation de pleine conscience? Ben, du coup, en fait, on change notre perception, on relativise, enfin, on prend du recul par rapport aux pensées qui en nous, et en fait, on les observe, quoi. Et en les observant, en fait, quelque part, c'est comme si, ah bah tiens, finalement, oui, je n'ai pas forcément besoin. Ou plutôt, je vais me focaliser sur autre chose. Et en fait, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'en vous focalisant sur autre chose, vous ne vous focalisez plus uniquement sur les pensées que vous avez dans votre tête ou les idées. Et c'est comme ça qu'on peut identifier, parfois, des pensées limitantes ou des croyances. Alors les croyances, on va me dire, oui, on a tous des croyances. Oui, c'est vrai. Mais quelque part, j'aime bien dire, quelque part, on n'a pas besoin de croire, en fait. On a besoin surtout d'observer, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Bon, après là, je suis en train de jouer sur les mots. Mais en tout cas, dans ce processus de prise de conscience, au bout d'un moment, il est fondamental de relativiser les pensées et de développer son esprit critique dans le bon sens du terme. Et donc, développer son esprit critique, ça passe par confronter aux faits, donc être pragmatique, suivre son instinct et ses intuitions, et se poser des questions. Donc, réactiver son troisième circuit, mais dans le bon sens du terme. Ok ? Et en faisant tout ça, on met en fait en fonctionnement en nous des mécanismes de reprogrammation de nos circuits ou de nos dynamiques en fait.
on va transformer notre psyché, transformer notre mode de fonctionnement. Et l'idée de tout ça, c'est d'arriver à une forme d'émancipation. Parce que pour moi, on est tous capables de le faire, en fait. Simplement, eh bien, il faut le voir, c'est pas facile au début, et ça demande d'utiliser des outils qui vont nous permettre de travailler sur ces dimensions-là. Alors les outils, peu importe, hein. Moi là, je vous parle sur ma chaîne du chamanisme, au tambour, du reiki, de l'énergétique, bon, peu importe les outils. De toute façon, l'objectif et la voie, en fait, restent la même. Certes, c'est un prisme, c'est-à-dire qu'en fait, cet objectif-là et cette voie, elle peut avoir différentes facettes. On peut l'appeler différemment, son écriture, on peut dire que non, mais pour y arriver, il faut forcément faire comme ça. Je pense qu'il y a plusieurs façons d'y arriver, si tant est qu'on y arrive complètement. Mais en tout cas, elle est là, et de façon générale, quand on est sur cette voie, bizarrement, même si on ne va pas forcément utiliser le même langage et avoir le même référentiel, sur le fond, on est tous d'accord, plus ou moins. Donc c'est dire quand même que ça touche à une forme de vraie réalité. En fait, on arrive à quoi? Si je peux dire on arrive, entre guillemets, eh bien, on va sortir de ce qu'on appelle du conditionné pour aller vers l'inconditionné. Pour reprendre un terme modiste. C'est qu'en fait, tous nos mots, tous nos vocabulaires, tout ce que je suis en train de vous dire, c'est déjà en soi conditionné. C'est déjà subjectif, parce que ça passe par mon propre référentiel, mais il est conditionné. Et je ne peux pas vous parler de l'inconditionné dans la vidéo, en fait. C'est en vidéo, c'est pas possible. Il faut l'expérimenter, en fait. Cet état-là, on ne peut que l'expérimenter quelque part. Vous voyez? Et pour y arriver, on n'est pas amené à, on n'est pas obligé d'y croire, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'êtes pas, je vous demande pas de croire en ce que je dis. D'ailleurs, je pense que c'est même mauvais, en fait, qu'il y ait des gens qui disent ça. Faut pas croire. On entend, on écoute, on analyse, on confronte, on suit son ressenti, et puis après, on voit ce qu'on en fait, quoi. Alors peut-être qu'on va en prendre une petite partie, mais c'est déjà très bien. Ou peut-être qu'on va rejeter tout. Ou peut-être qu'on va dire, ouais, finalement, ça tient, c'est pas si mal, ça tient à peu près la route. Voilà. Tout ça pour dire que le fait de relativiser aussi ses pensées, ses croyances, c'est une forme de liberté dans le sens où on n'est plus bloqué, vous savez, à ce mécanisme de mettre des étiquettes. On peut très bien lire des livres, alors je vais reprendre encore un exemple du bouddhisme, mais bon, allez, on peut très bien lire des livres sur le bouddhisme, mettre en application des choses qui conseillent, essayer de suivre les enseignements, mais sans qu'on soit bouddhiste. Pareil pour le taoïsme, pareil pour le chamanisme, pareil pour certains écrits religieux, en fait, où il y a une forme de spiritualité qui est très intéressante parfois. Mais on n'est pas forcément obligé de tout le temps se mettre des étiquettes et dire mais non, mais ça c'est telle croyance, on peut pas mélanger tout. Mais qui a dit de mélanger? On ne mélange pas. On n'est pas en train de dire qu'on va mélanger des textes chrétiens et bouddhistes. Non, on est en train de dire que on suit des enseignements, on apprend des choses, on expérimente des choses sans se mettre de limites, en fait. Sans se dire, mais non, mais ça, c'est pas ma culture, donc ça me regarde pas, voilà. Parce que si on commence à se mettre des limites, en fait, on se fige, on se bloque. Si vous partez du principe que, par exemple, la culture bouddhiste, c'est super, mais c'est pas la nôtre. Moi, je trouve ça dommage. Parce que peut-être qu'on se ferme à des choses qui sont hyper intéressantes, qui peuvent nous aider, en fait. Et si on part du principe que de toute façon c'est écrit dans un bouquin et parce que c'est écrit en fait il faut le suivre à la lettre, peut-être qu'on s'enferme aussi et que quelque part on est en train de tourner en rond quoi. Enfin moi en tout cas je suis convaincu que ça. Et je suis pas le seul à être convaincu de ça. Mais c'est pour dire quand même, vous voyez, le pouvoir des pensées, le pouvoir des croyances et le pouvoir de ces constructions intellectuelles en fait. Mais qu'on a la capacité d'en prendre conscience et de dénouer en fait ça. Même si c'est pas toujours facile, c'est pas toujours agréable. Mais je vais vous dire un truc, hein, la vérité, elle est pas super cool. Hein.
elle n'est pas très jolie, c'est comme la nature, hein. La nature, elle est belle comme ça, mais elle est rude aussi, hein. Bah, la vérité, c'est pareil. Et la spiritualité, bah, c'est un peu pareil aussi. Donc moi, je suis pas dans cette idée de dire non, non, mais tout va, tout est super positif, tout est toujours beau, tout ça, machin. Alors, fondamentalement, oui, je le pense. Mais non, quand on commence à se confronter à des choses dans le monde physique, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours beau, c'est pas toujours lumineux. L'aspect sombre des choses fait partie du monde. Et il faut composer avec. Tout simplement, quoi. Ça, moi, c'est ce que j'appelle être pragmatique. Voilà. Mais en tout cas, je pense que du coup, en apprenant à penser par soi-même, c'est un chemin qui est essentiel et c'est un chemin qui vraiment peut nous sortir de beaucoup de limitations qu'on se crée en fait. Parce que pour moi, en fait, on est des êtres qui nous limitons. On se limite. Beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Et après, bah, chacun fait comme il veut, je veux dire, hein. Il y a des gens qui se contentent de ça toute leur vie, et ça va très bien. Mais moi, je pense qu'il faut suivre notre instinct, suivre notre intuition, et, et suivre notre pensée, voilà, suivre ça, en fait. Et comprendre comment on fonctionne, et les utiliser comme des outils. Parce que ce sont des outils qui vont nous aider à aller vers l'émancipation. Et l'émancipation, c'est tout un programme, mais c'est fondamental. La société devrait d'ailleurs être construite autour de tout ça. Pour moi, elle ne l'est pas du tout. Voilà, au contraire, hein, on va limiter, limiter, limiter et construire limiter, quoi. Voilà. Autre sujet, autre vidéo, mais en lien avec cette vidéo. Voilà, écoutez, bonne soirée à vous. Très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bon travail sur ces pensées limitantes. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, les écrire en commentaire ou à m'envoyer un message privé. À bientôt, au revoir.